Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire dédié à la préparation, au passage et à la réussite de l'audit de surveillance ainsi que de renouvellement en tant qu'organisme certifié Calliope. Bienvenue à tous, on est ensemble pour une heure et demie en fonction du volume de questions que vous nous poserez et je vous souhaite à tous un bon visionnage. Avant d'aller plus loin déjà sur la suite du webinaire, je vous invite à répondre à cette première question, à savoir quelle est la qualité du son et de l'image, pour que je puisse ensuite vous présenter les gestes succès de ce webinaire. Alors, je vois que les retours défilent, plutôt positifs de ce que je vois. Donc, merci à vous pour ces retours. Donc, je vois OK du côté de Patricia, Sabine, Céline. Merci à vous. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Alors, 4 gestes succès, comme, je le disais, qui vont permettre de vous assurer une expérience, optimale. Donc 1er geste, coupez votre, téléphone, en tout cas à minima le mettre en mode silencieux pour éviter d'être perturbé par les sonneries ou les notifications. 2e geste va de pair avec le suivant d'ailleurs, c'est l'utilisation de 2 onglets que vous avez à votre disposition. Donc 1er onglet, c'est celui que vous utilisez déjà actuellement, donc celui, du chat pour, répondre à nos questions, aussi, interagir entre vous et 2e onglet, c'est celui, donc des questions. Donc comme son nom l'indique, utilisez-le pour, nous faire parvenir vos interrogations par rapport à la thématique du jour qui est donc la surveillance et le renouvellement. Et donc pour terminer, donc 4e geste, celui du focus, à avoir sur la voix des intervenants, mais aussi sur le support présentation. Support que vous, retrouverez d'ailleurs, en PDF. J'allais parler du replay, donc replay de la diffusion et support PDF, pour, retrouver l'ensemble des liens, des slides à la suite du webinaire. Alors je suis présent aujourd'hui avec, Gladys. Gladys, je te laisse te présenter. Alors bonjour, enchantée Gladys Nebo, référente direction technique au sein d'ICPF. Je suis au sein de la structure depuis octobre 2023. Donc j'ai une activité d'audit et plus de qualité en interne. Merci Gladys. Et pour ma part, Thomas Talby, je suis responsable marketing et communication depuis plus de 4 ans chez CPF. Donc, aujourd'hui, votre animateur pour ce webinaire. Donc, l'objectif est que je vous donne la parole sur les questions que vous allez vous poser par rapport à la préparation, à la réussite de l'audit. Et donc, j'accueille Gladys pour qu'elle nous apporte ses lumières en qualité d'auditrice et dans la place qu'elle occupe au sein de la direction technique de ICPF. Donc, webinaire qui va se diviser en 5 parties. Première partie dédiée à la présentation de ICPF, notamment pour les organismes qui ne nous connaissent pas, qu'on accueille aujourd'hui pour découvrir cette thématique. Deuxième partie, celle de l'après Calliope. Quelles sont les opportunités? Quelle est la vision à avoir une fois le certificat obtenu? Troisième partie sur la surveillance et le renouvellement, donc qui va occuper le cœur des échanges. Quatrième point sur les indicateurs. Heu, je vois en effet, oui, les cheveux ont beaucoup poussé en effet, tout à fait, c'était, il y a plus d'1 an et demi. Je le remarque à chaque fois. Et je pense que ça saute aux yeux de tout le monde. Quatrième point, donc sur les indicateurs, qui, ont évolué sur, la 9e version du référentiel et enfin, cinquième et dernier point sur, les questions et les réponses, l'objectif est de pouvoir interagir, que vous puissiez nous remonter vos préoccupations, vos interrogations. Et donc, cette partie sera en place notamment pour traiter les questions qui n'auraient pas pu l'être plus tôt, puisque dans le cadre de ce webinaire, on va traiter vos questions au fur et à mesure. Donc, posez-les dès que vous avez une interrogation et on fera en sorte de vous apporter une réponse précise dès que possible. Pour nous permettre d'ailleurs de prioriser les questions, vous avez la possibilité de voter pour, les questions qui vous semblent, enfin qui vous intéressent le plus, donc dans l'onglet questions. Et de notre côté, une fois qu'on verra, le tri par vote, on pourra vous apporter une réponse, dans cet ordre-là. Alors première partie, où en sommes-nous aujourd'hui, avec ICPF? Donc ICPF, organisme certificateur Calliope, également sur d'autres, offres de certification. Calliope, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Donc différenciation de ICPF qui, est sur, 5 axes.
l'axe de la facilitation avec la plateforme Noé, qui est aujourd'hui dans sa 4e version et que vous utilisez au quotidien pour effectuer vos démarches, pour demander des dates d'audit, pour consulter l'état de certification, pour traiter un dossier, préparer l'audit avec notamment l'option élaboration, récupérer le certificat, donc tout un ensemble d'actions qu'on vous facilite au travers de cet outil. Deuxième point, c'est la compétence technique. Donc, ICPF existe depuis 1995, donc c'est 30 ans d'expérience, d'expertise même au service de la qualité de la formation. Troisième point, c'est la proximité territoriale, donc, avec cette flotte de 21 auditeurs salariés et 110 auditeurs sous-traitants qui permettent, on a une coquille d'ailleurs à corriger sur le support, on n'est pas à 180 mais 110 sous-traitants. Donc, équipe qui permet d'intervenir avec des propositions de dates proches sur vos besoins en termes de passage d'audit. Et enfin, donc les 2 derniers points, le service client, accessible depuis la plateforme Noé et depuis le site internet. Et enfin, le réseau dont vous faites partie que vous pouvez avoir la possibilité d'utiliser dans le cadre d'événements. Donc aujourd'hui, c'est un exemple, vous pouvez interagir, faire grandir votre réseau et également le faire dans le cadre d'événements en présentiel qu'on organise comme les ICPF Networking. Alors, au-delà de ces différents axes de différenciation et au travers de l'offre de certification proposée par ICPF, vous avez ces repères donc de l'escalier de la qualité qui vous permettent de savoir où vous en êtes aujourd'hui en formation et aussi de vous projeter dans une évolution proche. Donc, le point de départ aujourd'hui, lorsqu'on est actif en formation, dans le secteur de la formation professionnelle en tout cas, donc c'est les rez-de-chaussée, c'est de vouloir le statut d'organisme, le statut de professionnel de la formation. Ensuite, la première marche, c'est l'obtention du NDA, donc un numéro qui s'obtient auprès de la DRITS de votre région, ou la DRIETS si vous êtes basé en Île-de-France. Une fois que ce numéro est obtenu, donc vous êtes reconnu en tant qu'organisme de formation professionnelle par l'État, par le ministère du Travail, et vous pouvez ensuite obtenir la certification de Calliope, donc certification qui, dans la majorité des cas, va être demandée et obtenue pour faire reconnaître la qualité d'une activité de formation, aussi l'accès au financement. Troisième marche va être celle du CPF. CPF qui peut être accessible dans certains cas avec la certification Calliope seule et dans d'autres cas avec des démarches complémentaires comme développer une offre certifiante auprès de France Compétences ou alors d'aller chercher une habilitation auprès d'un organisme qui aurait déjà fait la démarche d'enregistrer son offre sur le CPF. Ensuite, donc 2 marches complémentaires qui sont plutôt présentes pour diversifier votre activité. 4e marche, c'est vous différencier pardon, en tant que personne physique au travers de la certification ICPF Pro, donc qui est présente sur le marché depuis 30 ans. Donc c'est comme ça que ICPF a été créé, pour permettre à des intervenants, à des formateurs, des consultants de faire reconnaître la qualité de leurs interventions auprès de grandes entreprises. Et 5e marche, la dernière, c'est celle de la certification ISO 21001 ou 9001 et qui permet à des organisations, des grandes écoles, universités ou même des organismes de formation d'aller mettre en place un système de management de la qualité et saisir des opportunités à l'international puisque l'ISO est reconnu dans le monde entier. Alors justement, par rapport à cette escalade de la qualité, avant de passer la parole à Gladys sur le sujet de la surveillance du renouvellement, je vais vous partager un premier sondage. Alors, il vous a déjà été partagé, je vous invite à y répondre. Donc, sur l'escalier de la qualité, sur quelle marche êtes-vous? Je vous partage le sondage et je vais pouvoir identifier les réponses au fur et à mesure. C'est important pour nous de pouvoir collecter ces réponses afin de voir, à qui nous avons affaire aujourd'hui et d'adapter éventuellement les informations. Alors, en termes de réponses, je te les partage Gladys puisque tu n'as pas, l'écran sous les yeux. En présence à 64 d'organismes certifiés Calliope déjà,
29 qui sont sur la marche du CPF, donc sur la troisième marche, 5 qui sont sur la marche de la certification pro, donc de personnes physiques, et ensuite 2 d'organismes qui en sont à l'étape de l'obtention du NDA et qui, je pense, cherchent à prendre de l'avance sur, la réflexion et voir, comment cela va se passer par la suite. Alors, je reçois plusieurs questions d'ailleurs, dans ce sens. Hem, je vais prendre une question un peu au hasard, c'est celle qui me tombe la première sous les yeux, une question de Sophie, qui, demande: «Au-delà de la convention de formation», alors elle vient de disparaître, «Au-delà de la convention de formation, que dois-je demander à mes sous-traitants? NDA, Calliope, autres?» Alors je ne sais pas dans quel contexte cette question vient se poser, mais Moi, je vais c'est répondre le dans le contexte Calliope, du OK. coup, où, pour la partie sous-traitance, l'unique obligation, que vous avez en tant que donneur d'ordre est de respecter le référentiel et de faire respecter le référentiel et vérifier que vos sous-traitants respectent le référentiel. On n'a pas d'autres obligations type, avoir la certification et obtenir la certification des sous-traitants ou, avoir, le NDA. Ça, c'est la partie plus réglementaire qui ne concerne pas le spec de Calliope. Une autre question avant qu'on passe, à la suite, parce que je pense que plusieurs personnes se la posent. Les audits sont-ils toujours effectués sur la V9 du RNQ, de janvier 2024? Alors à ce jour, oui, on est toujours sur, la version 9 du guide de lecture, attention pas du RNQ. Le RNQ, on est toujours à la version 1. On est effectivement sur la version 9 du guide de lecture, jusqu'à la sortie, prochaine, de la version 10 qui est toujours en attente. Alors et qu'est-ce que tu entends? Parce que du coup, moi, je découvre un peu avec surprise, quelle est la différence entre RNQ et guide de lecture? Alors le RNQ en fait, un guide de lecture, c'est, l là où on a l'ensemble des indicateurs. C'est en fait, c'est ce qu'on appelle, communément, RNQ. Mmh. Mais par contre, le référentiel, c'est les bases, on va dire, du référentiel qualité lié à Calliope. Et nous, par contre, sur l'évaluation des indicateurs, on se base sur le guide de lecture où on a l'ensemble de la description des indicateurs, des attendus et des obligations spécifiques. OK, donc quand on parle, en fait, de guide de lecture, c'est, C'est le c'est ce que voilà, vous regardez vous, c'est ça. En fait, c'est un heu abus de langage de dire RNQ, mais on se base sur ça pour les OK, audits. c'est noté. On va passer, à la partie, 2, notamment sur, l'après Calliope, vision et opportunité. Alors cette partie, du parcours de certification et qui est commune à tous les organismes, elle débute à partir de l'obtention du certificat et donc lorsqu'on entre dans ce cycle de certification, Gladys, comment ça se passe en termes de date? Est-ce que, une fois qu'on obtient le certificat, qu'est-ce qui vient? Alors lors de l'obtention du certificat, on se base sur la date d'obtention et pas la date d'audit, attention, sur la date d'obtention, du certificat. 14 à 22 mois après cette obtention, l'organisme doit réaliser son audit de surveillance et ensuite, 36 mois après, la date de certification, l'organisme doit avoir renouvelé sa certification. Et là, on le voit en termes de volume, ICPF, en est à plus de 5 000 audits, de surveillance réalisés, plus de 3 000 pour le renouvellement, et donc à l'approche de, cette vague de renouvellement qui va arriver, à partir d'octobre de cette année, on va s'attendre à ce que l'équilibre, soit davantage, posé et pour vous, en tant que certifié, avec, ICPF, l'audit de renouvellement ainsi que l'audit de surveillance sont financés par le pass annuel, donc qui a été, activé au passage l'engagement dans le cycle de certification. Donc on reviendra sur le détail après sur l'aspect, coût, et notamment, je peux vous donner déjà un peu plus, d'aperçu sur le fonctionnement de ce pass. Donc avec ICPF, vous avez une première somme à régler qui correspond au passage de l'audit initial. Donc ça, c'est la première année. Donc, on le voit, sur la partie de gauche. Donc là, c'est encore en cycle 1. Une fois le certificat obtenu, la prochaine facture qui suivra, celle du pass 1, qui va arriver au premier anniversaire du certificat Calliope. Ensuite, vous passez l'audit de surveillance. Donc cette première facture de pass permet de financer l'audit de surveillance et
Après le passage de l'audit de surveillance, une deuxième facture de passe intervient, cette fois-ci pour financer l'audit de renouvellement. Et donc, au-delà des frais de déplacement de l'auditeur ou éventuelles options que vous viendrez ajouter sur le passage de l'audit, la somme est prise en charge par ce fonctionnement. Donc pour vous, en fait, la première année, vous avez la dépense de l'audit initial et après, chaque année, vous dépensez la même somme pour assurer le maintien de la certification Calliope. Ce qui peut changer, par contre, ça va être des éventuels statuts de nouveaux entrants qui vont être constatés à l'initial, qui vont avoir un impact sur la durée de l'audit à la surveillance. Et un élément qui peut aussi impacter le pass et donc la durée de l'audit, ça va être vos évolutions de volume d'activité. Donc, soit des nouveaux sites que vous allez ajouter ou enlever même, c'est possible, ça peut aller dans les deux sens, soit un chiffre d'affaires qui va augmenter ou baisser, ou soit des catégories d'actions que vous allez intégrer ou enlever du périmètre de certification. Donc, ces trois paramètres-là vont faire évoluer la durée de l'audit et donc avoir un impact sur ce pass. Et donc, grâce à ce système, vous assurez que tous les ans, le montant qui est investi dans Calliope corresponde réellement au volume d'activité, sans que vous ayez à avoir des dépenses différentes d'une année à une autre. Alors, une fois que vous entrez donc dans le cycle de certification, après passage de l'audit initial, il y a donc à avoir à garder en tête la date d'obtention du certificat, puisqu'elles vont conditionner le Mmh. passage et la planification des audits. Donc, en tant que certifié Calliope, Gladys, comment faire pour se repérer entre planification, réalisation d'audit, entre la surveillance et le renouvellement? Alors, l'organisme de formation, à partir du 8e mois de certification, peut faire la demande sur son espace Noé pour planifier l'audit de surveillance. L'audit de surveillance peut être réalisé, comme précisé tout à l'heure, à partir du 14e mois jusqu'au 22e mois. Je vais passer. Voilà, c'est bon. Oui, donc si l'organisme, ne réalise pas son audit de surveillance avant le 22e après le pardon, le 22e mois, une suspension, est réalisée, une suspension de 3 mois avant retrait définitif de la certification. Donc le but, c'est pour éviter la suspension de la certification, donc que ce soit au niveau, d'accès au financement ou même de la qualité que vous renvoyez en tant qu'organisme de formation, pensez bien à réaliser l'audit avant le 22e mois de certification. Et pour le renouvellement, là, on n'a pas de différents délais pour la partie, suspension. L'audit peut être réalisé entre le 25e et 36e mois. On recommande de le faire, à minima 1 mois avant pour avoir le temps de traiter les non-conformités, pour, que nous, en tant qu'organisme certificateur, on puisse faire la revue pour vérifier la conformité du dossier et renouveler la certification avant la date d'échéance du 36e mois. C'est vrai qu'en tant qu'organisme certifié, le plus confortable, ça va être d'assurer la planification et la réalisation de l'audit. Là, je pars du renouvellement le plus tôt possible. Ce qu'il peut y avoir cette idée reçue que plus on va réaliser tard l'audit de renouvellement et plus le certificat va étendre sa validité, Mmh. mais il ne va pas y avoir d'impact. Un certificat Calliope, c'est valable maximum 3 ans. Et donc, la date de passage de l'audit ne va pas impacter. Ça pourra même plutôt vous mettre en situation d'urgence, de vouloir passer l'audit au dernier moment. Oui, Et effectivement, il faut mmh, vraiment le garder en tête que même si je réalise mon audit de renouvellement 6 mois avant la date, la certification la date de renouvellement sera, le lendemain de la date d'échéance du certificat actuel. On ne va pas renouveler, 6 mois avant. Vous n'allez pas perdre 6 mois de certification. Les délais sont réglementaires. Dans tous les cas, un certificat dure 36 mois. Que vous passiez, l'audit, 6 mois avant ou 1 mois avant la date d'échéance. alors vous avez un nouveau sondage qui vous a été partagé, dans les fonctionnalités du webinaire, à savoir quel est le prochain audit à passer pour vous? Pour l'instant, en majorité, il s'agit de l'audit de surveillance, donc à hauteur de 64. Je vous invite à répondre au sondage et en parallèle, on va pouvoir traiter quelques questions, notamment celle, de Karen qui demande. Donc la durée de l'audit de surveillance est de 0,5 jours. 2 questions. Comment traiter l'ensemble des indicateurs et pouvons-nous choisir le client exemple pour démontrer les questions sur le déroulement de la formation en parlant de preuves? Alors,
Très bonne question. Sur la partie audit, indicateur évalué sur 0,5 jours, donc si l'organisme n'était pas nouvel entrant à l'audit, initial, on va pas auditer l'ensemble des indicateurs. Ça, on va y repasser juste après. Il me semble qu'on a une slide, exprès Oui. avec, les indicateurs, donc ça, on va en reparler juste après. Et la seconde question, c'était sur l'échantillonnage. Alors l'échantillonnage, c'est l'auditeur qui le détermine en réunion d'ouverture. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de choisir un témoin, on va dire, un dossier témoin. L'auditeur va déterminer son échantillonnage en réunion d'ouverture en fonction de votre activité. Si vous faites de la formation en direct, de la sous-traitance, du distanciel, du présentiel, s'il y a différentes catégories d'actions, s'il y a différents financements. Donc ça, c'est l'auditeur qui va déterminer son échantillonnage lors de la réunion d'ouverture. Alors, je vois une question concernant l'accès au sondage. Il peut se faire de 2 manières différentes. Donc vous avez un onglet sondage en bas à droite de l'écran. D'ailleurs, il devrait y avoir une pastille, qui est apparue, une notification pour une pastille rouge pour vous indiquer, qu'il y a une action à traiter. Et si vous n'avez pas ce raccourci, c'est que, vous devez peut-être cliquer sur le raccourci apps et dans ce raccourci, vous avez l'accès au sondage. Ah, je vois que vous l'avez, trouvé. Hem Donc, pour la suite, on va faire le lien avec les options possibles pour traiter des situations, notamment d'urgence. Ce qu'on là vous a présenté le calendrier de l'organisme certifié, à quelle date il peut commencer à planifier l'audit et à quelle date il peut commencer à réaliser l'audit. Donc, pour rappel, les demandes s'effectuent sur la plateforme Noé. On va rentrer dans le détail un peu plus tard dans le webinaire. Et si, dans certains cas, vous êtes concerné par des situations d'urgence, hein, ça peut être possible parce que, enfin, je ne rentrerai pas dans le détail, chacun a ses raisons, mais il arrive que la date ne soit pas planifiée dans les temps. Si cela arrive, on a, développé plusieurs options qui vous permettent de traiter ces cas-là. Première option, c'est la planification week-end qui va vous permettre de pouvoir réaliser un audit Calliope en dehors des jours ouvrés, à savoir le samedi ou le dimanche. C'est possible pour des personnes qui n'auraient pas pu organiser leur planning autrement et qui préféraient se concentrer à 100% sur l'activité de formation et dédier l'audit en dehors de la semaine. Deuxième solution possible, ça va être la planification urgente, dans la mesure où vous avez besoin d'une date d'audit à moins de 3 semaines, de la date à laquelle vous l'avez demandé. Donc si, par exemple, vous souhaitez, absolument passer un certificat la semaine prochaine, c'est possible, mais de notre côté, ça nous demande une réactivité supplémentaire et voire même d'effectuer des changements dans les plannings déjà validés Mmh. pour vous assurer cette date que vous demandez. Une offre, en plus, va être, l'audit initial en cas de dépassement de la date d'audit à réaliser. Donc, si dans certains cas, vous n'avez pas réalisé l'audit de surveillance ou de renouvellement après la date réglementaire, ICPF peut vous reproposer de passer un audit initial à moindre coût, donc à moins 50%, pour vous réengager dans un cycle de certification et assurer la validité du certificat. Autre point, vous avez, l'assurance report. Donc là, on n'est pas dans un cas d'urgence, mais c'est plutôt, si on souhaite, pouvoir, replanifier, un audit sans frais. Donc, c'est comme quand on prend un billet de train ou un billet d'avion et qu'on prend, l'option pour, bénéficier de la replanification du départ. Ce qu'on retrouve au centre, donc ce sont des passes, Pass Serenity, Pass Group, qui permettent, d'avoir accès à l'ensemble de ces offres, alors sauf, l'audit initial, puisque là, il s'agit d'un nouveau cycle. Mais donc des offres qui vous permettent de pouvoir, être plus flexible sur, les offres que vous souhaitez et aussi bénéficier d'un service complémentaire avec ICPF, notamment auprès de chefs auditeurs. Donc c'est auprès d'eux, que ICPF réalise la revue des audits pour émettre les certificats et aussi auprès des chargés de planning. Donc c'est auprès de ces personnes que, la gestion des plannings auditeurs sont gérés. Donc là, ICPF pourra vous mettre à disposition des interlocuteurs dédiés pour, avoir des échanges. Alors concernant, la planification de ces audits, on retrouve les mêmes indicateurs de réussite, auprès d'ICPF. Donc c'est surtout des audits qui permettent d'assurer le maintien de la validité du certificat et sur lequel on a un taux de réussite aujourd'hui à 99%. À savoir que les organismes qui ne vont pas franchir, ce 1%,
sont ceux qui décident finalement d'arrêter la certification après même avoir réalisé l'audit. Alors, Gladys, je te propose de prendre Oui. quelques questions avant de passer à la partie suivante. Il y aura peut-être un peu de redite du coup sur les éléments qu'on va voir après. Je vais les trier en ordre de priorité. Donc, la question de Aurélie, qui a obtenu 7 votes, demande quels indicateurs à préparer quand on est sous-traitant. Alors, les indicateurs à préparer en sous-traitance, je ne veux pas pouvoir les citer de tête comme ça. Vous avez, dans un tableau, on vous partagera le lien juste après, les indicateurs applicables ou non lorsque l'organisme est, en sous-traitance, pardon. Donc déjà sur le critère 1, sur la communication des informations au public, ce n'est pas à vous de vous en charger en tant que sous-traitant, mais c'est au donneur d'ordre. Certains indicateurs ont des obligations spécifiques où l'indicateur est applicable partiellement ou non applicable en fonction de l'activité que vous avez en tant que sous-traitant sur votre contrat. Ça, vous le retrouvez déjà dans votre guide de lecture avec vous avez des encarts sous certains indicateurs et nous, on l'a récapitulé dans un tableau pour faire une traçabilité de qu'est-ce qui est applicable, pas applicable ou applicable en fonction de votre activité. Alors, je vois qu'on a plusieurs questions sur le sujet de la sous-traitance. Je pense qu'on va revenir sur le sujet après, lorsqu'il y aura la slide qui sera dédiée pour avoir les indicateurs sous les yeux. Mmh mh. J'en pose quand même une autre avant qu'on passe à la partie suivante. Euh, Question posée par Jean-Michel. Est-il vrai que tous les supports de formation doivent aujourd'hui être numériques pour l'accessibilité handicap? Alors, là, je parle toujours, sur le référentiel Calliope. Il n'y a aucune obligation, le guide de lecture ne donne aucune obligation de numérisation des supports, pour l'accessibilité en situation de handicap. On a des obligations sur certains indicateurs pour adapter pour les personnes en situation de handicap, mais on n'a aucune obligation les supports doivent être numérisés pour, l'accessibilité. Et de mon côté, je réponds à une question de Pierre. Alors peut-être que Gladys, tu vas compléter par la suite. Pierre demande si aucune action de formation n'a été réalisée, l'audit de surveillance reste-t-il nécessaire? Oui, l'audit est nécessaire, mais il faudrait plutôt prendre la question dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous devez réaliser une action pour pouvoir réaliser l'audit. Et donc, si l'action n'a pas été réalisée, ça peut être problématique pour vous si après vous êtes amené à ne pas avoir d'action à présenter en audit, puisqu'on ne pourra pas le faire. Point de vue auditeur, Alors, je veux Gladys. bien compléter du coup. Là, on parle vraiment de l'audit de surveillance, hein, pas de l'audit initial où là, il y a des modalités effectivement, d'obligation d'avoir réalisé une action de formation. Pour, l'audit de surveillance, vous avez un document qui s'appelle, questions-réponses sur lequel on se base et de mémoire, c'est le point 5.5 de ce document qui indique que s'il n'y a pas eu d'action depuis l'audit initial, on se base sur les process pour l'audit de surveillance. Par contre, attention, pour l'audit de renouvellement, une action devrait être réalisée pour qu'on puisse maintenir la certification. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait des actions pour l'audit initial. Entre l'initial et la surveillance, vous n'avez pas eu l'occasion de réaliser des actions. On peut réaliser l'audit sur vos process. Par contre, pour l'audit de renouvellement, une action sur l'ensemble du cycle devra être réalisée. Donc voilà pourquoi je ne suis pas auditeur. Prochaine fois que je vois une question technique relative Mais tu à montes en l'audit, mais compétence, Thomas. exactement, exactement. Je retiendrai bien ce point. Donc, point 5.5 de la C'est ça. FAQ, en tout cas, Et j'ai noté. vous pouvez retrouver donc on l'appelle FAQ, mais ça s'appelle question-réponse, directement sur votre espace Noé. Dans le point d'interrogation, vous avez tous les documents, donc le guide de lecture et la FAQ. Comme ça peut compléter aussi si vous avez des questions techniques. Alors, passons sur la partie 3 du webinaire, à savoir la surveillance et le renouvellement. Comment ça se passe côté organisme certifié? Eh bien, en 3 étapes. La première étape pour vous va être de vous rendre sur votre plateforme Noé. Une fois connecté, vous allez identifier une notification, un bloc qu'on va voir concrètement juste après, qui va vous proposer d'assurer la planification. Donc, ce bloc va apparaître en fonction de la date de certificat et donc être accessible une fois que vous aurez la possibilité de le faire. Ça va vous renvoyer en cliquant dessus sur un formulaire à compléter. Ce formulaire va vous demander
de remplir des informations relatives à l'activité de l'organisme qui permet de calculer finalement la durée de l'audit. Vous recevez donc en deuxième temps, après la demande, la proposition, donc avec ou sans frais en fonction des modalités de réalisation de l'audit. Et troisième point, donc vous allez pouvoir réaliser l'audit. Il y a une étape zéro, notamment pour des organismes certifiés qui seraient présents chez un autre organisme certificateur, ce qu'on appelle le transfert de certification. Et donc, si c'est votre cas et que vous souhaitez rejoindre ICPF, c'est possible au travers de la plateforme Noé. Donc, pour cela, vous allez devoir effectuer une demande de transfert depuis Noé au préalable afin de pouvoir rejoindre ICPF en tant qu'organisme certifié, puis de suivre ce parcours de demande, à savoir la demande sur Noé, l'acceptation de la proposition, puis la réussite de l'audit. Alors, dans le détail, sur l'accès à ce formulaire de demande, voilà à quoi il ressemble. Donc ça, on parle de l'accès à la notification. Vous cliquez dessus, donc en haut à gauche, pour accéder ensuite au formulaire. Et ce formulaire est à compléter avec des coches à sélectionner et qui vont permettre de renseigner CPF sur le fonctionnement de votre activité. Une fois que ces éléments sont complétés, vous allez être basculé sur une étape en plus, celle de la demande de la date d'audit. Donc là, vous allez nous renseigner une plage, enfin plusieurs jours, si vous êtes disponible sur une semaine, voire deux, ou alors un jour précis, et ajouter dans la section correspondante le commentaire, éventuellement une précision que vous n'êtes pas disponible sur un jour donné si vous avez sélectionné une semaine complète. Une fois la date sélectionnée, vous allez avoir plusieurs options à sélectionner si vous le souhaitez, notamment l'assurance report, on l'a vu tout à l'heure, l'option élaboration pour avoir un espace dans lequel vos éléments de preuve et assurer la préparation du dispositif à présenter en audit. Et également le choix d'un pass, si vous le souhaitez, donc Pass Serenity. Si votre organisme, enfin si vous avez un seul NDA, ou alors un pass groupe sur lequel vous avez la possibilité de pouvoir piloter avec un organisme, enfin même plusieurs organismes, donc plusieurs NDA, une même certification. Enfin, la certification qualifiée de plusieurs organismes. Par exemple, chez nous, nous avons Wall Street English, donc, qui a plus de 40 centres de formation. Et donc, ils ont la possibilité, avec un pass groupe, une personne chez Wall Street English qui va piloter toute la certification Calliope de l'ensemble des centres, donc d'avoir une vue sur les actions réalisées, la planification, la réalisation d'audit et le traitement de non-conformité. Attention, tu parles de centres, mais c'est bien des organismes qui ont différents NDA. Tout à fait. Pass Serenity, c'est pour un organisme qui a un seul NDA. Pass Group, c'est pour un groupe qui a plusieurs numéros de déclaration d'activité. Exactement. Je ne sais pas si c'est plus clair pour les personnes. Et donc, une fois que vous avez sélectionné la date de l'audit, complété les informations relatives à l'organisme, ainsi que les options si vous en souhaitez, la demande est à envoyer. Vous recevez par la suite une proposition. Et donc, dans cette proposition, il peut y avoir un coût associé s'il y a des frais de déplacement de l'auditeur. Et dans certains cas, en cas d'audit, notamment de surveillance à distance, pas de frais à régler. Et donc, vous pouvez passer à la signature du contrat et au démarrage de la préparation. Cette préparation, elle se fait notamment au travers de l'option élaboration, si vous l'avez sélectionnée. Et donc, elle correspond à un espace documentaire sur lequel vous pouvez ajouter les éléments de preuve et un espace texte sur lequel vous pouvez assurer une description de ce que vous voulez présenter à l'auditeur. Donc, ces éléments, vous allez les présenter à l'auditeur le jour J. Et donc, en utilisant cet espace, ça va être un gain de temps pour vous, puisque vous allez pouvoir retrouver plus facilement vos documents et même avoir la possibilité de partager cet espace à d'autres membres de votre équipe. C'est notamment le cas dans des équipes où il y a des dizaines de personnes qui peuvent assurer la préparation de l'audit, où là, chacun va avoir un critère ou des indicateurs à préparer. Donc, une fois cette préparation réalisée, l'audit arrive. Et donc, l'audit, c'est un échange entre le référent qualité, donc référent qualité, c'est vous, et l'auditeur. Donc, c'est une posture à avoir, Gladys,
Mmh. Du côté de la posture du référent qualité comme de l'auditeur, à quoi faut-il s'attendre? Alors en effet, et le point 1 de la posture du référent qualité est la plus importante. Gardez en tête qu'on ne vous audite pas vous, en tant que référent qualité, on audite l'organisme de formation dans lequel vous faites partie. Même si vous êtes tout seul dans l'organisme, s'il y a des écarts, ce n'est pas vous qui n'êtes pas conforme, c'est l'organisme qui présente des écarts sur, la manière dont il met en œuvre, ses processus. Hem En tant qu'auditeur, nous ne sommes pas là pour juger l'activité. Nous sommes là pour identifier, la conformité par rapport au guide de lecture. On est là pour mener l'audit, poser des questions, évaluer la conformité comme précisé. Alors, partie suivante sur, toujours, l'audit. Alors, il y a une Ah. slide en doublon. Sur l'audit, comment cela se déroule et par quoi il se conclut? Hem, tu veux dire dans le déroulé de par quels éléments on commence? OK. Oui, exactement. Donc l'audit commence par une réunion d'ouverture pour, se présenter mutuellement, comprendre le contexte de l'organisme, notamment on parlait de l'échantillon tout à l'heure. Donc pour l'échantillonnage, comprendre le contexte de l'activité de l'organisme, donc se baser sur le BPF. Vous voyez le BPF dernier, c'était en 2024, là vous commencez à déclarer vos BPF 2025, mais l'activité peut avoir changé depuis la déclaration du BPF. Donc on va comprendre aussi les évolutions de votre activité. Ensuite, en fonction de l'échantillonnage, on auditera l'ensemble des indicateurs ou ceux applicables à votre activité. Et ensuite, on fera une réunion de clôture pour faire un récapitulatif de la journée. Et concernant les non-conformités, Oui. quels sont les délais associés, s'il y en a, pour les traiter? Alors, s'il y a des non-conformités majeures, donc là, vous avez 3 mois pour traiter. Donc les non-conformités majeures liées aux indicateurs et à l'affichage du certificat. Pour les non-conformités mineures, vous avez 1 mois pour apporter un plan d'action en disant: «Je compte faire ça sous 6 mois». Et ensuite, pour, les non-conformités liées à l'usage de la marque, donc notamment, la marque Calliope, vous avez 30 jours pour apporter des éléments correctifs. Alors une question sur la notion d'échantillonnage, Oui. qui est revenue à plusieurs reprises. Donc sur quelle base l'auditeur réalise-t-il son échantillonnage des dossiers, sachant qu'aucun chiffre d'affaires formation n'a été réalisé en 2025 et que seules 3 missions de formation ont été réalisées en 2026? Alors ça fera partie, de l'activité de l'auditeur lors de la réunion d'ouverture où vous leur ferez comprendre de: «Bah, voilà, j'ai pas eu d'activité en 2025. Depuis mon dernier audit, j'ai fait uniquement 3 actions de formation qui sont, récentes», et l'auditeur, bah, soit prendra les 3 actions en fonction de la taille des actions, du nombre de bénéficiaires, soit échantillonnera parmi ces 3 actions pour avoir un échantillonnage représentatif de l'activité sans vous mettre en difficulté par rapport au déroulé de l'audit sur la journée. Alors je vais prendre 2 autres questions avant de passer à la partie suivante, donc qui va traiter des indicateurs et des évolutions. Question posée par Pauline: si le chiffre d'affaires a augmenté, mais dépasse de 2 000 € seulement la fourchette proposée par SCPF, est-ce que cela peut rester un audit plus court? Alors, ce n'est pas une fourchette proposée par l'ICPF, c'est une les fourchettes donc pour les personnes qui n'ont pas en tête, moins de 150 000, entre 150 000 et 750 000 et plus de 750 000 de chiffre d'affaires, sont réglementaires. Depuis, il y a eu un arrêté en 2019 de mémoire, qui détermine la durée de l'audit. Ce n'est pas ICPF qui décide de: «Ah voilà, vous avez tant de chiffre d'affaires, on va faire telle durée d'audit». Donc non, pour répondre à la question, on ne peut pas, passer sur la fourchette inférieure pour, 2 000 € de plus ou de moins. Mais attention, le chiffre d'affaires, on se basera sur celui du BPF déclaré. Merci Gladys pour la réponse et donc on va, heu, aller sur la partie 4, à savoir heu, la préparation des critères et indicateurs. Donc quand on parle d'audit de surveillance, de renouvellement, qu'est-ce qu'il faut comprendre c'est quoi l'objectif en fait de cette partie du cycle de certification? Alors, pour l'audit de surveillance, le but est de vérifier le maintien
de la conformité de l'audit précédent. C'est pour ça qu'on ne regarde pas l'ensemble des indicateurs hors nouvel entrant. Et le renouvellement, c'est de vérifier que voilà, l'ensemble des indicateurs sont conformes et renouveler la certification sur un process et une mise en œuvre conforme au guide de lecture qui est la version qui est actuelle. Alors sur, ces audits, ce qui va être vérifié aussi par l'auditeur, c'est l'utilisation des marques, Oui, puisque en tant qu'organisme certifié, vous avez ce droit d'usage qui peut être consulté au travers des différents documents, donc charte d'usage, charte graphique, pour ce faire et donc là, l'auditeur, va avoir une attention sur cet usage de la marque ICPF, si vous l'utilisez, Cofrac également, mais surtout Calliope, au travers de l'utilisation du certificat sur le site internet ou dans vos locaux. et attention, ce n'est pas soit à la demande, soit dans les locaux et sur le site internet. C'est l'organisme, si l'organisme a des locaux et a un site internet, ou soit l'un, soit l'autre, il doit afficher le certificat dans ces derniers. Et s'il n'en a pas, donc ni site internet ni locaux, là, il peut le faire à la demande. Alors là, on a parlé de points communs entre les 2 types d'audits. Il y a aussi et surtout, je pense des différenciations. Donc comment différencier, comment l'organisme peut différencier les 2 audits? Oui, alors là, ça répond à la question, notamment qu'on avait au tout début sur les indicateurs audités lors de l'audit de surveillance, Mmh. de 0,5 jours. Donc en effet, en audit de surveillance, donc déjà l'audit peut être fait en présentiel ou en distanciel. Ça dépend, de votre préférence, de votre appétence et de, votre, utilisation des modalités distancielles. On va auditer certains indicateurs, mais pas l'ensemble des indicateurs. On va revérifier les non-conformités, de l'audit précédent et pour les nouveaux entrants, comme on en parle tout à l'heure, il y aura une majoration de 0,5 jours de l'audit. Pour le renouvellement, là, cette fois-ci, obligatoirement en présentiel dans les locaux de formation. Le périmètre sont les actions menées depuis l'audit de surveillance. Le prérequis, on en parlait aussi tout à l'heure, c'est assez drôle, on fait des redites pour ce webinaire, d'avoir à minima mis en œuvre une action depuis l'audit initial, donc c'est-à-dire sur l'ensemble du cycle, et on va passer sur l'ensemble des indicateurs applicables à votre activité. Alors en termes de périmètre d'audit, une question, qu'on ne traite pas dans le support, posé par Clément: doit-on considérer seulement les actions de formation prises en charge par les OPCO ou toutes les actions de formation? Non, je vais vous prendre un exemple concret. Dans votre bilan pédagogique et financier, vous n'allez pas déclarer que les actions, financées par l'OPCO. Vous allez déclarer l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation. Alors, en audit, c'est pareil, on va prendre l'ensemble, des actions de formation professionnelles que vous réalisez. On ne prend pas en compte, par exemple, les actions de loisirs que vous faites. Par contre, la partie professionnelle, que ce soit des financements, par des entreprises, par des bénéficiaires, en leur nom propre ou par des financements type OPCO, feront partie de la certification et du périmètre d'audit. Alors, je vais prendre une question en plus qui revient sur la notion d'échantillonnage. Peut-être que ça avait déjà été traité. Alors, question de Laura. Pour l'échantillonnage des formations en audit de surveillance, les formations finies, mais dont le titulaire n'a pas encore passé la certification, peuvent-elles être choisies ou pas? Tout dépend le contexte. Ce que j'entends, c'est si les uniques formations que vous avez fait depuis le dernier audit sont des actions qui sont finalisées, mais où le bénéficiaire n'a pas réalisé la certification finale, on pourra le prendre parce qu'en soi, vous avez réalisé, le process de A à Z. Donc peut-être pas la partie, sollicitation de l'appréciation, mais en soi, vous avez réalisé, votre activité, de formation. Et vous ferez comprendre à l'auditeur que voilà, la partie certification arrive, par exemple, en juin et donc là, pour l'instant, vous n'avez pas fait la partie certification. S'il y a d'autres, actions qui sont finalisées dans la même modalité, là, par contre, l'auditeur prendra plutôt les actions finalisées de A à Z. Alors, on a, je pense en termes de représentation, le plus de questions sur, La le cas de la sous-traitance, oui. sous-traitance, mais du point de vue du référentiel, en l'occurrence sur la V9, quelles sont les informations disponibles, pour, les situations de sous-traitance? Alors,
Donc, comme on en parlait tout à l'heure, il y a des aménagements prévus pour les sous-traitants. Donc, c'est-à-dire certains indicateurs ne sont pas audités en fonction de votre activité. Pour cela, pour appliquer les conditions nouvel entrant, on va devoir regarder le contrat de prestation. Donc, soit le contrat cadre que vous avez, soit le contrat de sous-traitance que vous avez pour l'action précise. Et le statut de sous-traitant sera validé du coup à travers ce contrat en réunion d'ouverture. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'audit portera sur 6 critères au lieu de 7 si on valide ce statut nouvel entrant à travers votre contrat. Pour le critère 1, donc les indicateurs 1, 2 et 3, c'est au donneur d'ordre de s'occuper de cette communication de l'information. Donc, les indicateurs ne seront pas applicables à votre activité. Pour d'autres indicateurs, ces derniers seront audités en fonction du type de mission. Donc, par exemple, pour la communication en amont de la formation des informations, si ce n'est pas vous qui vous en chargez, si c'est écrit dans votre contrat que vous chargez que l'action de formation et pas du avant et des informations en amont, on n'auditera pas l'indicateur 9, par exemple. Et pour les indicateurs 5, 26 et 30, il y a des conditions spécifiques à respecter. Alors, une question posée par, je n'ai plus le prénom, Aurélie. Existe-t-il une version résumée du guide de lecture version 9? Alors, je me demande dans quel usage cela sera fait, mais est-ce que ça existe? Pas à ma connaissance, c'est-à-dire que les sources ministérielles ne diffusent pas de version synthétisée du guide de lecture. Par contre, de notre côté, on a fait un tableau, si ça peut vous aider, avec les indicateurs applicables en fonction de votre activité. Donc vos catégories, si vous faites des formations certifiantes ou si vous faites de la sous-traitance. Ça peut aussi vous aider à identifier les indicateurs applicables à votre activité. Je vois une autre question qui a été posée par Faisal sur le périmètre de l'audit, à savoir s'il concerne des actions hors financement OPCO. On avait répondu, Oui, alors on y a ça a été répondu. posé un peu plus tôt, donc, mais voilà, je revalide le fait que la réponse est oui, enfin, ça va au-delà des financements. Voilà, c'est l'activité de formation professionnelle qui est auditée lors de l'audit. Alors, concernant les indicateurs, on a commencé à le voir, hein, déjà sur la situation de la sous-traitance. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont spécifiques à certaines situations, notamment là on le voit sur les formations certifiantes ou encore le handicap? Alors oui, donc pour la partie, formation certifiante. Donc formation certifiante, on entend RS et RNCP. Certification professionnelle, donc notamment les indicateurs 3, 7, 16, concernent que la partie RNCP. Donc pour les formations certifiantes, donc RS et RNCP, il y a des obligations spécifiques sur 4 indicateurs, qui vont plus loin que l'attendu, de l'indicateur et on va pousser sur, les notions liées à la fiche, France Compétences. Pour la partie handicap, au-delà de l'indicateur 26 qui est spécifique pour la partie handicap, on a l'indicateur 4 et 6 sur la prise en compte de la partie handicap dans l'action de formation, que ce soit au niveau de l'analyse des besoins ou de l'adaptation lors de la formation. Et enfin, pour les formations à distance, sur l'indicateur 19, on aura une obligation sur l'assistance technique et pédagogique. Un peu comme ce qu'a fait Thomas en début en vérifiant si tout allait bien et que vous entendiez les éléments. Merci pour la comparaison, Gladys. Ça permet de mettre en situation Et c'est ça. l'exercice de l'audit, de la préparation. Hem, Toujours sur la notion d'indicateur, est-ce qu'il y a des informations en plus qui sortiraient de ces obligations spécifiques? Alors oui, donc là, on parle de l'évolution depuis la sortie de la version 9. Donc, pour certains organismes qui ont déjà passé des audits sur la version 9, cela ne change pas forcément. Ce sera plus la version 10 qui aura des impacts éventuels sur votre activité. Donc, sur la version 9, on a eu des nouveautés sur l'indicateur 23, où on a une obligation maintenant de communiquer en interne la veille légale et réglementaire. L'indicateur 12 ne s'applique plus aux formations inférieures à 2 jours. Attention, chez ICPF, donc c'est-à-dire dans nos modalités d'audit, on définit 2 jours sur 2 jours consécutifs. C'est important à garder en tête. La formulation des nouveaux attendus évolue pour certains indicateurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont reformulé l'attendu pour vous faire comprendre plus facilement les indicateurs. Et pour l'indicateur 30, il y a une adaptation parce que pour la partie financeur, notamment OPCO, vous l'avez sûrement identifié en audit,
En fait, vous ne pouvez pas solliciter. Des fois, vous n'y arrivez pas parce que vous n'avez pas la modalité de sollicitation de vos financeurs ou parfois, ils ne vous répondent pas. Du coup, il y a une adaptation sur l'indicateur 30 pour compenser cette absence de possibilité de sollicitation des OPCO. On attend, vous pouvez tout du moins, participer à une réunion, à une webinaire plutôt que solliciter vos financeurs. Alors, tu en as fait la mention, ça attire l'interrogation de Charles. La V10 est prévue pour quand? On n'a pas de date pour l'instant. Mmh. Les bruits courent que ça devrait sortir pour cet été, mais pour l'instant, on n'a rien d'officiel sur la date de sortie. Dans tous les cas, dès que la version 10 sera sortie, nous, au sein d'ICPF, on fera un travail pour faire des webinaires et des articles liés à cette version. Et vous, de votre côté, vous aurez 2 mois. Si on s'appuie sur la version 9, on avait 2 mois. Donc, si on prend les mêmes modalités, normalement, vous aurez 2 mois pour mettre en œuvre et adapter vos process à cette nouvelle version. Merci Gladys pour la précision et tu en as parlé aussi à plusieurs reprises. Voici le fameux tableau de préparation d'indicateurs. Alors Gladys, on est fiers parce que c'est elle qui l'a fait et je l'en remercie puisque c'est vrai que c'est une ressource très utile J'ai pour... beaucoup d'audités qui l'utilisent et qui me montrent en audit. c'est vraiment une ressource très utile pour ça. Donc merci pour cette contribution et je pense que ça va intéresser d'autres participants aujourd'hui. Donc cette ressource, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Elle pourra vous être partagée d'ailleurs dans le chat du webinaire. Donc vous identifiez en quelques coups d'œil les indicateurs à préparer en fonction de vos catégories d'action, votre ou vos catégories d'action, la notion de sous-traitance, la notion de formation certifiante, et je pense que c'est tout, c'est déjà Oui, pas mal pour le faire. De l'autre côté, vous avez donc l'option élaboration qui, elle, va être intégrée dans la plateforme Noé et qui va vous assurer aussi de pouvoir retrouver les indicateurs à préparer. Et comme je le disais, c'est un espace qui va être partageable à d'autres membres de votre organisme. S'ils ont un compte dédié sur la plateforme Noé, vous pouvez très bien les inviter à le faire. Donc, c'est un espace qui est sauvegardé automatiquement et qui peut être réutilisé le jour de l'audit. Alors, ce n'est pas un espace dans lequel l'auditeur va aller chercher lui-même les éléments, c'est à vous de lui montrer. Il ne va pas pouvoir réaliser la démonstration à votre place. Et j'ai vu aussi quelques échanges dans le chat par rapport à ça, de savoir quelle serait l'utilité de cette plateforme si, dans tous les cas, l'échantillonnage ne va pas correspondre à ce que vous avez complété. Alors, c'est plus un outil de préparation, un outil d'organisation dans lequel vous pouvez vous assurer que vous avez bien tout balayé. Ça va être plus simple d'aller rechercher vos documents dans cette option plutôt que d'aller les chercher dans d'autres outils. Et après, sur cette utilisation, ça peut être davantage utile dans le cadre d'un audit initial sur lequel vous avez un volume d'activité qui va être inférieur. Et après, sur des cas où là, les volumes vont être plus importants, c'est surtout un guide pour vous, une checklist pour mm. assurer que les documents ont bien été identifiés, préparés, notamment pour l'aspect rédaction. Après, j'entends que sur la partie téléchargement de documents, vous pouvez être amené à pouvoir les rechercher ailleurs. Mais en tout cas, vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs documents à la fois. Donc, si c'est votre cas et que l'échantillonnage vous pose question, vous pouvez très bien effectuer l'import de documents au fur et à mesure. Et je complète juste ce que tu dis parce que j'ai en tête que quelques personnes qui nous regardent sont à l'étape d'audit initial. Donc, ils Oui. n'ont pas encore passé l'audit initial. Alors, pour ces personnes-là, en plus de l'option élaboration et du tableau des indicateurs, vous pouvez tout à fait compléter votre contrat chez nous par un pré-audit pour vous préparer à l'audit et passer dans des conditions d'audit, un audit blanc, on va dire, pour être à l'aise le jour de l'audit et savoir à quoi s'attendre. Mm. C'est vrai que c'est pas une slide qu'on va présenter aujourd'hui, mais comme tu Oui, abordes le mais sujet, Gladys, je vais pouvoir approfondir. En effet, préparer Calliope, c'est 3 objectifs. Le premier va être de maîtriser le référentiel, donc à minima de le lire intégralement, surtout sur les indicateurs qui vont concerner l'audit. Le deuxième objectif va être d'élaborer le dispositif. Donc là, ce qu'on entend par élaborer le dispositif, ça va être d'ajouter une description indicateur par indicateur et d'y associer des documents de preuve. Et enfin, troisième objectif, c'est de vous entraîner. Et donc, vous entraîner avec un pré-audit en l'occurrence. Et donc là, on a 2 options pour répondre à ces objectifs.
l'élaboration, le pré-audit. Après, par exemple, pour ce qui est de la maîtrise du référentiel, vous êtes les seuls à pouvoir le faire et de prendre le document pour le découvrir. Et ça vient avec le temps. Très sincèrement, on le voit, là, on a des personnes qui sont en audit de surveillance après leur second cycle, donc après un renouvellement, et on voit vraiment une aisance sur le référentiel où il n'y a plus de préparation en amont, mais ils viennent et en fait, ils ont fait leur process tout au long de l'année. Il y a une réelle maîtrise du référentiel et une aisance sur ce dernier. Alors sur l'aspect budget, pour vous, en tant qu'organisme certifié Calliope, le budget va être à partir de 523 € par an, que vous soyez à l'étape de la surveillance ou à l'étape du renouvellement. Donc c'est un budget qui va pouvoir évoluer en fonction des différents paramètres que j'ai abordés. Donc le nombre de sites, le nombre de catégories et le volume de chiffre d'affaires. Et par rapport à ça, vous pouvez aussi ajouter plusieurs options donc, sur lesquelles j'ai déjà apporté des détails. Je ne reviendrai pas sur les éléments et aussi la notion de pass, soit Serenity ou pass classique. Donc sur ces différents passes, l'intérêt pour vous, c'est que vous allez avoir plusieurs options de comprises à l'intérieur, comme la capacité de pouvoir planifier un audit en urgence, de replanifier un audit, d'avoir des accès à des interlocuteurs dédiés. Et donc, la différence essentielle entre Pass Serenity et Pass Group, ça va bien être sur le nombre de NDA sur lequel vous souhaitez couvrir l'activité. Si vous en avez un seul, ce sera un Pass Serenity, et à partir de deux, ce sera au niveau du Pass Group. Alors, on est déjà à la conclusion, Gladys. Donc, sur ce webinaire, on a surtout un volume de questions important. Donc, on va y revenir Oui. après. C'est tout l'intérêt. Et donc, je t'invite à pouvoir préciser la conclusion. Que peut-on conclure en 3 points sur la thématique du jour, qui était donc celle de la surveillance et du renouvellement? Alors le premier point, est que le cycle de certification est rythmé par des audits, donc de surveillance et de renouvellement. Donc vous pouvez planifier ces audits à partir du 8e mois pour la surveillance et du 25e mois pour le renouvellement à partir de votre espace Noé, et une attention particulière notamment à la marque Calliope, à l'affichage de certificats et au guide de lecture en globalité est porté lors de ces audits. Merci Gladys pour la conclusion. Et donc, au niveau de cette 5e et dernière partie de questions-réponses, je vous rappelle déjà la ligne téléphonique disponible de ICPF pour être mis en relation avec notre équipe. Donc, avec nos assistants à la certification, s'il s'agit d'un projet d'engagement de certification, ISO, Pro ou Calliope, donc au 01 82 83 56 40. Vous avez également un lien qui vient vous être partagé pour assurer une prise de rendez-vous avec l'un des membres de l'équipe. Et vous pouvez aussi nous contacter par téléphone et demander d'être mis en relation avec le service planning, donc qui s'assurera de la suite pour vous sur la planification de l'audit de surveillance ou de l'audit de renouvellement. Avant de passer aux questions, donc quelques rappels également. Premier point, c'est que vous allez recevoir à la fin du webinaire un email qui va contenir une enquête de satisfaction. Cette enquête, une fois complétée, donc elle va nous permettre de collecter des informations par rapport à ce que vous avez pensé du webinaire, la qualité du support, la qualité de l'intervention, la qualité du son, de l'image, etc. Donc à la fin du questionnaire, vous avez l'accès au support de présentation en PDF et également le replay de la présentation en haute définition qui va charger en quelques secondes. Voilà pour les informations et vous retrouvez aussi les accès à la plateforme pour effectuer vos démarches, donc soit de planification pour une certification déjà obtenue, soit pour rejoindre ICPF si vous êtes actuellement chez un autre certificateur, ou soit pour un engagement dans une certification Calliope, ISO ou Pro. Alors, au niveau des questions, je vois celle de Tamer qui a demandé comment consulter le tableau. Donc, actuellement, le tableau, il est sur notre site internet. Il vous a été partagé, il me semble, par Paul il y a quelques instants. En effet, il y a quelques minutes. Donc, il est dans la section de chat. Vous pouvez le retrouver. Cliquez sur le lien. Et sinon, vous l'aurez dans le support présentation qu'on va vous envoyer, enfin qui sera à disposition à la suite du questionnaire de satisfaction. Question suivante.
Donc je vais les trier une fois de plus, par ordre de vote. Je vous invite à voter pour, les questions qui vous intéressent le plus pour qu'on puisse, les traiter en priorité. Question posée par Emmanuel: «Le questionnaire de satisfaction doit-il être obligatoirement nominatif?» Alors, je vais vous faire une réponse d'organisme certificateur qui ne peut pas te porter de conseil. Il n'y a aucune obligation, que les documents soient nominatifs. Cependant, doit démontrer que l'ensemble des bénéficiaires soient sollicités, relancés ou aient répondu aux enquêtes de satisfaction notamment. Alors je vois qu'il y a surtout des questions sur la sous-traitance, donc comme on l'avait vu un peu plus tôt. Question posée par Emmanuel: «Lorsqu'on travaille en sous-traitance pour un autre organisme, doit-on récupérer tous les éléments de preuve pour les indicateurs afin de les présenter lors de l'audit? Et comment faire lorsque l'organisme de formation refuse de les transmettre? Exemple, convocation, questionnaire, bilan». Alors, déjà, sur les exemples que vous avez cités, je vous invite à vous référer au guide de lecture où certains indicateurs ne sont pas forcément applicables en fonction de votre contrat. Cependant, en effet, l'auditeur peut échantillonner les formations que vous avez faites en sous-traitance et vous devrez démontrer la conformité aux indicateurs applicables à votre activité et à votre contrat. Hem, Comment faire pour récupérer? Ça, je ne peux pas vous y répondre. Je n'ai pas la solution, pour vous, pour, récupérer et on identifie en audit ces points, bloquants qui est quand même récurrent, que du fait que le donneur d'ordre ne donne pas forcément les éléments à son sous-traitant. Hem, sur ce point-là, je ne peux pas forcément vous donner de solution. Moi, je vous invite à regarder le référentiel et ça vous guidera sûrement, sur les indicateurs et les éléments à avoir pour la partie sous-traitance. Question de Elisabeth: donc en audit de surveillance, dois-je revoir la totalité des, 64 indicateurs, donc 32 plus 32 en considérant formation plus bilan de compétences, pour les présenter lors de l'audit, même si ce dernier n'est censé durer qu'une demi-journée? Alors, déjà, il n'y a pas 64 indicateurs, même si vous faites bilan de compétences plus action de formation, parce que certains indicateurs ne sont pas applicables aux activités donc d'action de formation et encore moins de bilan de compétences. Hem, Comme on disait tout à l'heure, le but, du guide de lecture, ce n'est pas de cocher des cases par indicateur. C'est que votre activité soit standardisée, processée et mise en œuvre au fur et à mesure pour que vous n'ayez plus la question de: «Est-ce que je dois passer sur l'ensemble des indicateurs à l'audit?» mais OK, bah, j'ai ce dossier et on va voir les indicateurs, mais le but, c'est que ça fasse partie de votre activité quotidienne et pas que vous fassiez pour l'audit, le check-up de chaque indicateur. Donc pour vous répondre, oui, on va passer sur les indicateurs applicables à l'activité, heu au périmètre de l'audit. Donc non, pas forcément préparer l'ensemble des indicateurs, mais comme dit, le but du jeu, c'est pas de préparer par indicateur, mais que ce soit ancré dans votre process et dans votre mise en œuvre quotidienne. Alors, question de Aurélie: «Dans le cas d'un audit en présentiel, est-il possible d'utiliser des éléments de preuve au format papier?» Tout à fait. Vous pouvez tout à fait, faire, du format papier, digital. Pour vous donner une idée, même les preuves, par SMS fonctionnent pour l'audit. On n'a pas d'exigence sur, le format des preuves, tant que vous avez les preuves pour, démontrer la conformité aux indicateurs. Attention cependant, n'imprimez pas tout pour l'auditeur. On peut tout à fait regarder via un ordinateur et ne dépensez pas, des rames entières de papier pour imprimer tous vos documents, sauf si ça vous rend plus à l'aise pour l'audit, évidemment. Alors, vous parliez de l'indicateur 30 et du fait de participer, par exemple, à des webinaires tout à l'heure. Je travaille essentiellement avec France Travail et CPF, et à part des webinaires sur des outils de mise à jour, ils n'en donnent pas. Ce point sera-t-il bloquant pour cet indicateur? Alors pour la partie CPF, heu, en tant qu'ICPF, on n'identifie pas le CPF comme un financeur puisque c'est une plateforme. C'est comme si vous sollicitiez, votre outil de gestion comptable, par exemple. Hem, donc vous n'avez pas besoin de solliciter le CPF, pour les audits, avec nous. Par contre pour France Travail, eh bien, on retourne à l'attendu initial de sollicitation. Si vous n'avez pas de webinaire associé à votre financeur, alors il faut les solliciter. Alors, je passe à la question suivante posée par Laura. Pour un audit en avril, si le BPF est déjà déclaré, quel sera le BPF utilisé
par l'auditeur? Alors, si vous avez déjà télétransmis à ce jour le BPF du coup de 2025, donc déclaré en 2026, alors il convient de le fournir, lors déjà de la planification, si vous l'avez pas encore fait votre planification. Mais si vous avez déjà fait votre planification et que vous l'avez déclaré entre la planification et l'audit, alors là, le transmettre soit à ICPF, soit à l'auditeur, soit aux 2. Donc soit pour qu'on adapte la durée, soit juste pour que l'auditeur le prenne en compte pour son échantillon. Alors, question de Jean-Michel, alors j'ai un doute si ça se dit bien de Jean-Michel le prénom, parce qu'il n'y a pas de tiret entre les 2. Pour l'audit de surveillance, l'auditeur, reprend systématiquement les non-conformités de l'audit. Alors, reprend-il systématiquement les non-conformités de l'audit de renouvellement? Cela concerne donc les dossiers qui avaient des non-conformités mineures et majeures. Alors, oui, en effet, on va repasser sur les non-conformités, donc mineures, majeures, identifiées à l'audit de renouvellement, mais on ne va pas se repasser sur les dossiers échantillonnés. C'est-à-dire, on va regarder vos actions correctives et comment vous avez amélioré vos process pour vous remettre en conformité selon le référentiel et le guide de lecture. Question de Akiko. Lorsqu'on intervient en tant que sous-traitant, est-on responsable du respect des obligations de l'organisme qui nous confie les prestations, par exemple un organisme étranger qui n'est pas certifié Calliope? Donc, je comprends que la personne intervient pour un organisme pas certifié Calliope, mais que cette personne est certifiée Calliope en tant que sous-traitance. Alors, elle le précise pas, mais je comprends pareil, en effet. Alors, ça revient à la question d'avant sur la partie, sous-traitance qu'on a eue sur les documents à avoir. Hem, Si l'organisme, fait de la sous-traitance, intervient en sous-traitance tout du moins, il doit respecter le guide de lecture comme avec ses formations en direct. Donc oui, vous devrez avoir les éléments pour démontrer la conformité à chaque indicateur. Alors, Paul demande si le deuxième audit de surveillance se réalise à distance ou en présentiel. Ce sont les mêmes modalités pour les 2 audits de surveillance, donc on dit 2, donc du cycle 1, du cycle 2 et puis du cycle 3, ce sera la même chose, sauf si la réglementation change d'ici là. Suspense. Et oui, plein de suspense, en ce moment pour la partie Calliope. Euh, Question de Valérie, comment se passe un audit de renouvellement quand il est fait en distanciel? Alors là, je pense Ah, pouvoir répondre quand même. L'audit, attention, hein. voilà, l'audit de renouvellement ne peut pas se réaliser à distance. Ce sont les mêmes modalités que l'audit initial. Et donc là, ce cas-là ne pourra pas avoir lieu. Il sera donc en fonction des modalités, soit dans vos locaux, soit dans un lieu de commun accord, ou alors dans nos locaux. Donc vous aurez éventuellement le choix, mais ce sera en physique. Et si vous avez confondu avec surveillance, l'audit, à distance se passe comme un audit en présentiel. L'auditeur, vous envoie un lien ou vous envoyez un lien à l'auditeur, de connexion. Tout dépend, si vous utilisez Teams, un autre outil et l'auditeur vous fait la réunion d'ouverture, évalue les indicateurs, vous faites un partage d'écran pour présenter les éléments. Voilà, c'est comme un audit en présentiel, sauf qu'il y a plus un côté, technique à avoir et une facilité, d'utilisation de l'ordinateur. L'audit de surveillance intervient entre le 14e et le 22e mois. Oui. Le délai de traitement des non-conformités est-il compris dans ce délai? Et peut-on passer l'audit lors du 21e mois ou 22e et tout de même avoir le temps de traiter une éventuelle non-conformité? Alors oui, ce sont 2 chronos différents. C'est-à-dire que vous pouvez passer, l'audit de surveillance la veille du 22e mois pour éviter la suspension et le finaliser ce jour même. Donc s'il y a un audit complémentaire pour finaliser l'audit, là, il y aura quand même une suspension. Donc on va partir du principe que l'organisme réalise et finalise son audit, la veille du 22e mois. Donc là, la certification est maintenue. S'il y a des non-conformités, l'organisme a dans tous les cas 3 mois pour lever les non-conformités. Par contre, s'il ne lève pas ces non-conformités sous 3 mois, là, il y aura une suspension. Donc le but pour l'audit de surveillance, c'est de le réaliser avant le 22e mois. Il n'y a pas de délai lié aux non-conformités et au traitement des 3 mois qui se complètent sur cette partie de délai pour l'audit de surveillance. Alors, je prends encore un risque sur la partie technique, mais ce n'est pas le cas de l'audit de renouvellement. Et oui. Renouvellement, si vous franchissez le seuil du 36e mois, là, le certificat est retiré, puisqu'il aurait fallu obtenir le renouvellement avant cette date-là.
Donc, c'est pour cela qu'on vous fait passer le message de planifier le plus possible et de bien tenir compte de ce délai de traitement de non-conformité pour assurer un renouvellement avant la fin du cycle actuel. Je vais compléter ta réponse, qui est conforme. Donc, si l'organisme passe son audit de renouvellement avant le 36e mois, mais a des non-conformités qu'il ne traite pas avant son 36e mois, en effet, son certificat passe en statut archivé. Vous avez dans tous les cas 3 mois pour remettre en conformité vos process et votre mise en œuvre. Et ICPF a 1 mois maximum pour faire la revue du dossier. Dès qu'on fait la revue après la levée des non-conformités, on réactive le certificat, c'est-à-dire qu'on le remet en cours de validité et qu'il est valide du coup à partir de la date de réémission du certificat avec une date de fin de validité qui reprend votre cycle initial. Donc vous ne perdez pas totalement la certification si vous traitez les non-conformités sous 3 mois. Alors, merci Gladys pour la réponse. Je vais trier les questions cette fois sur l'option date pour avoir les questions les plus récentes, puisque là, je commence à avoir des questions qui ont été votées seulement à un vote, donc il n'y a pas assez de retours pour les considérer en tant que prioritaires. Alors, question qui vient d'être posée par Thierry. J'ai mon audit de surveillance ICPF la semaine prochaine. Je n'ai rien reçu de la part de mon auditeur. Est-ce normal? Alors, parfois, vous recevez les éléments sans forcément les voir. Donc, dans un premier temps, je vous invite à aller sur votre espace Noé, dans la partie audit et dossier, sur la ligne d'audit. Si le statut est prêt, vous allez dedans et vous aurez le plan. Si par contre, vous n'avez pas, le plan, je vous invite en bas à droite à cliquer sur la bulle pour nous faire un message sur service client en disant que voilà, j'ai tel, jour, l'audit, de tel organisme. Est-ce que je peux avoir le plan s'il vous plaît? Et là, on traitera en interne pour prendre contact avec l'auditeur et lui demander de vous envoyer le plan. Alors, je reviens sur une question qui avait été posée précédemment. Il n'y avait pas d'erreur entre, Renouvellement et voilà, surveillance. exactement, et OK, Valérie précise qu'elle parlait bien de l'audit de surveillance. de renouvellement. Enfin, du coup, elle s'était trompée dans OK, le mot, d'accord. mais qu'elle savait bien que le renouvellement se faisait En en présentiel. présentiel. Elle posait du coup la question sur l'autre type d'audit. Merci pour la précision, Valérie. Question je viens de perdre d'Amoran. Alors je crois qu'on y a déjà répondu. S'il n'y a pas eu de formation pour un renouvellement dans l'année, comment se passe l'audit? Alors, l'attendu pour un renouvellement, comme précisé tout à l'heure en effet, c'est d'avoir réalisé une action de formation sur l'ensemble du cycle. C'est-à-dire que depuis l'audit initial, avoir réalisé au moins une action de formation. S'il n'y a pas eu d'action de formation depuis l'audit initial, alors là, le renouvellement ne pourra pas être fait et l'organisme devra repartir sur un cycle, de certification initiale dès qu'il aura réalisé une action de formation. Et toujours avec l'option, audit initial à moins 50. Alors, je vois des questions que je vais volontairement pas poser puisque elles s'apparentent plutôt à du conseil dans la réponse. Donc, je vous rappelle qu'en qualité d'organisme certificateur, ICPF ne peut pas vous formuler des réponses qui vous aideraient à préparer le dispositif à présenter. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la réponse, hein, mais ça nous coûterait l'accréditation et on ne veut pas en arriver là. Donc, question suivante, encore sur le cas de la sous-traitance. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Gladys, donc là, je ne peux pas non plus la poser. Question de Laurent. Dans le cas d'un audit de surveillance, si l'OF a un BPF à 0 sur 2025, car une seule formation initiale est en cours, comment se déroule la surveillance et quelles preuves fournir, sachant que les pièces seraient les mêmes que lors de l'audit de renouvellement? Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. Dans le cas d'un audit de surveillance, si l'OF a un BPF à 0 sur Oui, 2025, car OK. une seule formation initiale est en cours, l'audit de surveillance se déroule comment? Quelles sont les preuves à fournir, sachant que les pièces seraient les mêmes que lors de l'audit renouvellement précédent? Alors, certes, on s'appuie sur le BPF pour faire l'échantillonnage, mais on s'appuie aussi sur les actions que vous avez réalisées entre-temps.
Donc là, de ce que je comprends, c'est que l'organisme a réalisé une action, tout du moins l'action est en cours et elle a été faite du coup en 2026. Donc l'auditeur va regarder les éléments sur cette formation, même si elle est en cours, et s'adaptera. Évidemment, on ne va pas vous mettre un écart si vous n'avez pas évalué l'atteinte des objectifs si la formation est en cours. Donc si la formation est longue, on va regarder le courant de la mise en œuvre. Donc, par rapport à la checklist des indicateurs, ça a été récupéré, enfin, c'est possible de la récupérer via le tableau qu'on a partagé dans le chat. Donc, vous pouvez le retrouver ici sur notre site internet. Donc, pour ça, il faudra remonter un peu dans l'historique des messages sur le chat, où on vous remette le lien directement. Alors, je suis en train de scroller sur les messages pour voir ceux qu'on peut traiter. Question posée par Katia, quand la formation dure 2 jours, faut-il honorer l'indicateur 12? Tout dépend si c'est 2 jours consécutifs ou pas. C'est-à-dire que vous faites une formation, admettons SST, le 22 et 23. Alors non, la formation est d'une durée égale ou inférieure à 2 jours, donc l'indicateur 12 ne s'applique pas. Par contre, si vous faites toujours une formation SST, mais le lundi, puis la seconde journée, le lundi d'après, là, on n'est pas à 2 jours consécutifs. Donc ICPF considère que vous devez quand même suivre et éviter les ruptures de parcours des bénéficiaires, donc l'indicateur est applicable. Je dis pour ICPF parce que cette lecture de inférieure ou égale à 2 jours diffère en fonction des certificateurs. C'est pour ça que je précise que c'est pour ICPF cette notion-là qui diffère. On s'est harmonisé en tant que chef auditeur et on a défini que selon l'attendu de l'indicateur, il est pertinent de suivre les ruptures de parcours si la formation est à 2 jours séparés. Question de Laurence, est-il possible de faire intervenir un formateur extérieur dans un parcours de formation certifié Calliope? Tout à fait. Tant que vous respectez les exigences pour la partie sous-traitance. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur, l'indicateur 27, qui est obligatoire pour lorsque vous faites intervenir des personnes extérieures et vous avez des obligations aussi sur la partie notamment recrutement. Donc oui, vous pouvez faire intervenir des personnes extérieures tant que vous respectez le guide de lecture pour elles aussi. Alors, une question de Marie-Pierre. Alors, je ne sais pas si tu as la réponse, Gladys. C'est-à-dire pas un sujet qu'on a abordé dans le webinaire. Elle demande des informations concernant la déclaration du BPF. Est-ce que les éléments comptables suivants suffisent? Elle indique liasse fiscale et plaquette des comptes. Alors, sur cette partie-là, ça ne concerne pas notre périmètre en tant qu'organisme certificateur. Je vous invite à vous rapprocher des instances publiques. Vous avez normalement les contacts sur l'espace Mon activité formation. Vous avez directement les contacts pour échanger avec les personnes qui pourront vous répondre au mieux sur ces questions-là. Question d'Alice, pour l'audit de surveillance, donc elle demande si ce sont tous les critères qui sont évalués. Est-ce au choix de l'auditeur ou certains critères sont privilégiés? Alors, les critères seront audités. Par contre, les indicateurs, certains ne seront pas audités. Ça, on l'avait vu dans une slide, donc vous le retrouvez dans le support par la suite. Ce n'est pas l'auditeur qui définit, c'est l'arrêté du 31 mai 2023 qui a défini les indicateurs audités lors de l'audit de surveillance. Et ça, du coup, vous le retrouverez donc dans l'arrêté du 31 mai, dans le plan d'audit de l'auditeur et dans notre support où on a listé les indicateurs applicables. Alors concernant les durées d'audit de surveillance, une demande de reprécision posée par Arnaud. Donc, pouvez-vous nous rappeler les durées d'audit de surveillance liées au chiffre d'affaires et sur quel BPF vous appuyez-vous pour les audits réalisés à partir de maintenant? S'agit-il de celui de 2024 ou de 2025? On avait d'ailleurs eu une question sur un BPF Oui. déclaré en avril par l'un des participants. Alors, je vais commencer par la fin de la question. Pour la durée de l'audit et sur quel BPF on s'appuie, on va s'appuyer sur le dernier télétransmis. C'est-à-dire qu'à ce jour, vous êtes en cours de déclaration du BPF. Vous n'êtes pas dans l'obligation maintenant de l'avoir déclaré.
Donc, pour celles et ceux qui ont déjà déclaré le BPF, je vous invite à le fournir, le dernier déclaré. Par contre, celles et ceux qui ne l'ont pas encore déclaré, alors là, on se basera sur le 2024. Pour la surveillance, tout à l'heure, je vous avais donné 3 tranches, moins de 150, entre 150 et 750 000 et plus de 750 000. Pour l'audit de surveillance, on n'a qu'une seule tranche, 750 000. Donc, si votre chiffre d'affaires est inférieur à 750 000, alors la durée sera la même. Par contre, elle changera si vous avez plus de 750 000 de chiffre d'affaires. Vous avez un tableau très bien fait dans votre programme de certification. Donc, encore une fois, sur votre espace Noé, dans le point d'interrogation, dans le programme de certification, page 17, vous avez un tableau très bien fait qui répartit la durée en fonction du chiffre d'affaires et de vos catégories d'actions. Alors, j'ai vu 2 fois la question passer sur les indicateurs applicables en audit de surveillance. Peut-être un rappel à faire sur ce point, Gladys? Alors, comme précisé, on a une slide. Peut-être que tu peux remettre la slide, ça pourrait Alors, aider les personnes. on va y revenir. On remonte. Pas agréable pour les yeux, mais en tout cas, vous aurez l'information. Là. Ah, voilà. Voilà, comme ça, vous avez tous les indicateurs. Attention, là, on parle vraiment des audits de surveillance hors majoration nouvel entrant. Pour un organisme nouvel entrant à l'audit initial, l'audit de surveillance aura lieu sur l'ensemble des indicateurs. Bon, on va rester sur cette slide d'ailleurs. Comme ça, on va éviter de revenir Oui. à la fin. J'ai l'impression que c'est le sujet d'actualité. Ouais. Il nous reste encore 9 minutes. On va les utiliser pour continuer à répondre aux questions. Je vois que on avance certes, mais le flux ne fait qu'augmenter. Donc, on va faire diminuer au maximum ce nombre de questions. Même s'il y a des doublons là, notamment je revois une question sur la notion d'action si, il n'y en a pas eu par rapport au passage de l'audit, donc je ne vais pas revenir sur ce point. Question posée par Akiko: si l'on réalise une formation à distance et que l'outil Teams ne permet pas de générer un rapport de présence de participants, peut-on simplement fournir une capture d'écran? Il n'y a pas d'obligation sur ce point-là. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est bien ou pas de le faire. Je peux juste vous indiquer qu'il n'y a pas d'obligation sur un rapport d'état Teams à fournir lors de l'audit. Pour chaque indicateur, d'ailleurs, vous avez une liste d'exemples de preuves. Ça peut éventuellement vous guider dans le choix du document que vous souhaitez présenter. À savoir que ce sont des listes non exhaustives, donc c'est pas parce que vous avez identifié un autre document potentiel que vous ne pouvez pas le présenter. Ce sera votre décision et aussi à l'appréciation de l'auditeur pour statuer sur la conformité de l'indicateur. Alors, j'ai une question en doublon ici. Question de Laura: pour l'échantillonnage des formations en audit de surveillance, les formations finies, mais dont le titulaire n'a pas encore. Alors, celle-ci, On je y a l'avais déjà déjà répondu, donnée. oui. Oui, alors j'en ai plusieurs en double. Une question de Fabien sur le parcours de demande. Donc, Fabien demande si, lorsqu'on est déjà chez ICPF, on doit juste effectuer l'étape 2 de planification. Alors oui, c'est le point de départ pour assurer la planification de l'audit, puisque c'est en tant qu'organisme certifié. Donc, vous êtes responsable de cette démarche. Donc, c'est à vous d'assurer le choix de la date de l'audit. On ne peut pas vous dire, bah voilà, voilà votre date, sans même que vous ayez demandé quoi que ce soit. Donc, c'est à vous de la planifier. Et une fois que cette demande est faite, on vous émet une proposition, donc vous la validez pour choisir la date, enfin valider le choix de la date. Et après, il faudra tout de même réussir l'audit. Donc là, que ce soit surveillance ou renouvellement. Une question supplémentaire: l'audit de surveillance se fait-il uniquement sur la base des formations inscrites sur le BBF réalisées? Comme précisé, non, on va certes en fait, le BPF va vous servir et nous servir en tant qu'auditeur à déterminer le périmètre de l'audit.
Après, si vous avez des actions, faites du coup sur l'activité avant le BPF ou l'activité après, on pourra l'échantillonner. L'attendu en audit de surveillance, et l'échantillonnage sur les actions réalisées depuis l'audit initial ou de renouvellement. Voilà, donc les actions qui peuvent faire partie du périmètre de l'audit, si je reprends, enfin, si je reformule ce que dit, Gladys, si vous êtes en audit de renouvellement, vous pouvez prendre toutes les actions qui, ont été réalisées jusqu'au dernier audit de surveillance, et si vous en êtes à l'audit de surveillance, ce sera toutes les actions qui ont été réalisées depuis l'audit initial. Mmh. Alors pour, toutes les actions depuis l'audit initial pour le renouvellement, c'est s'il n'y a pas eu d'action depuis l'audit de surveillance. Le but, c'est comme on attend de voir, l'amélioration continue, il n'est pas pertinent s'il y a des actions faites entre la surveillance et le renouvellement de prendre des formations faites depuis l'audit initial. C'est juste pour maintenir la certification au besoin. Alors, question de Michel. Nous sommes un organisme de formation certifié Qualiopi par ICPF. Nous avons eu une grosse activité de conseil, et seulement 2 actions de formation réalisées depuis le renouvellement et une formation, de bilan de compétences. Que dois-je préparer? Alors, la partie conseil ne rentre pas dans le périmètre de l'audit. Parce que comme vous l'avez dit, c'est pas une formation professionnelle, c'est du conseil. Donc là, je comprends qu'il y a 2 actions, en action de formation et un accompagnement bilan de compétences. Donc l'échantillonnage pourra porter sur ces 3 activités. Alors, il nous reste encore, 4 minutes. Je vais en prendre, quelques questions en plus. Alors, je crois que tu avais déjà apporté une réponse, Gladys, une question posée par Valérie. Comment se passe l'audit de surveillance quand il est fait à distance? Alors oui, comme on a dit tout à l'heure, l'audit se passe, via visioconférence avec partage des éléments de preuve, hem, donc c'est-à-dire partage de votre écran. Et donc, est-ce qu'il y a une différence, en termes de si l'organisme décide de le faire à distance ou en présentiel, est-ce qu'il y a une différence concrètement? La seule chose, et on en parlait tout à l'heure, où une personne demandait si, elle pouvait présenter les preuves papier. Alors là, dans ce cas-là, hem, si vous avez des éléments en papier, les plus pertinents de le faire en présentiel. Ce sera plus simple dans votre activité que de rescanner tous les documents, de devoir trouver dans les dossiers, de le partager à l'auditeur. Alors que si tout est digitalisé, c'est simple pour vous de faire l'audit, de surveillance à distance. Si vous n'avez pas forcément digitalisé votre activité ou qu'elle n'est pas, forcément digitalisable, alors là, il vaut mieux le faire en présentiel. Ou si vous avez une préférence de le faire en présentiel, même si tout est digitalisé, vous serez les bienvenus, et on aime beaucoup vous voir en présentiel aussi. C'est quand même plus sympa, oui, de pouvoir C'est plus rencontrer, humain, oui, les certifiés, que ce soit pour vous aussi pour l'auditeur, c'est, plus constructif, de pouvoir, mener l'audit en présentiel. mais des fois, c'est beaucoup plus pratique en fonction Mmh, des disponibilités des personnes. mmh. Question de Juliette: pour un audit d'extension pour un organisme multisite, seul le campus, est audité ou la fonction l'est également? Alors, à chaque audit, la fonction centrale doit être auditée. On entend par fonction centrale, heu, le lieu, qui gère la partie, qualité et prise de décision. Ça, normalement, Juliette, vous le savez déjà puisque, si vous posez cette question, vous êtes déjà dans un cycle de certification multisite. Hem, à chaque audit, on repassera sur la fonction centrale et la vérification des process et on regardera la mise en œuvre sur, donc les sites échantillonnés, donc que ce soit pour l'extension, pour la surveillance, pour le renouvellement. Alors une question qui avait été posée en début de webinaire, que je voulais poser un peu plus tôt. Je me suis fait laisser prendre au jeu, du traitement, sur le flux. Question posée par Yvonne: quelle est la qualité de l'IA, en ce qui concerne la préparation d'un audit de surveillance? Je ne peux pas donner mon avis sur la préparation de l'IA. Gardez uniquement en tête que la lecture d'une IA, heu, n'est pas représentative de l'activité. Et on avait déjà parlé avec Thomas, moi je me suis déjà testée à utiliser l'IA sur l'indicateur 22 qui est obligatoirement majeur, où l'IA, me suggère de mettre une conformité mineure sur cet indicateur. Donc vous pouvez l'utiliser, mais attention à vérifier la conformité des éléments qu'il vous donne.
Et on va prendre une dernière question. Une autre question qui a été posée par Laura également, donc qui indique passer son audit de surveillance dans quelques jours. Oui. Qu'y a-t-il de nouveau en rapport à l'année dernière? Depuis l'année dernière, Oui, il n'y a pas eu de nouveautés. pas de surprise à avoir. Et non, juste une mise en œuvre sur éventuellement un plus gros nombre d'échantillons, une plus grosse activité. Merci Gladys pour cette dernière réponse. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Donc il est 15h30, on va mettre un terme à la diffusion dans quelques secondes. Vous avez pu nous poser un nombre de questions assez important. On n'a pas pu aller au bout, mais c'est souvent le cas des webinaires surveillance renouvellement, des interrogations qui sont nombreuses sur des cas spécifiques. Donc là, on cherche à vraiment vous apporter plus de clarté sur ce qui va être attendu dans les prochains jours. Pour certains, on le voit, hein, je vous souhaite une réussite sans conteste sur la partie surveillance renouvellement que vous allez pouvoir suivre. Merci à Gladys aussi d'avoir été présente. Je te laisse ajouter quelques mots aussi avant de mettre un terme à la diffusion. Bien, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite un bon courage pour les audits qui vont se réaliser et au plaisir de vous retrouver en salle d'audit. Merci, au revoir.